Alors, pour débuter la deuxième partie, tantôt, tu as parlé d'accepter d'être normal. Être normal, là, c'est être contre le collectivisme, si on s'entend sur les mots. Être naturel, c'est ça. Accepter d'être naturel, comment qu'on fait ça? On relaxe. On cesse de se battre contre des moulins. C'est bien simple. Oui, c'est simple. Pour On doit ça, être normal, ça c'est compliqué en maudit. Les gens, évidemment, ils aiment la guerre, donc nécessairement, ils vont se battre contre les moulins à vent. Mais c'est très simple. C'est juste de relaxer? Ben, c'est de vivre sérieusement et de cesser de se prendre au sérieux. C'est très simple, c'est vraiment simple. Puis, pour aider, il faut que la personne puisse bien discerner entre elle et ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, il y a l'ego évidemment là-dedans, mais ce que vous n'êtes pas ce que vous exprimez. Parce que ce qui est exprimé est restreint par les lois de l'expression de la nature humaine dans le chronotope actuel. Ce qui fait que, par exemple, une personne va exprimer un défaut. Et lorsqu'on va parler de son défaut, bien là, elle peut se sentir attaquée. Automatiquement défendre le collectivisme. Ben, oui. Puis elle. Mais en plus, on ne l'attaque pas, bordel. Elle a un défaut. Ouais. On parle du défaut. On n'y en invente pas un, on parle du défaut. Si la personne est capable de bien discerner entre elle et son ego, par exemple, bien, quand on va parler d'un défaut ou d'une problématique ou d'une faiblesse ou d'une connerie de l'ego, donc de ce qui sert à exprimer ce qu'elle est, elle va être capable de travailler avec nous autres pour changer ça. Pour changer son défaut. Si la personne ne le sait pas, ou la personne résiste ou lutte, donc collectivement, elle a besoin d'être... si moi je vois un défaut chez toi, par exemple, et que tu es assujetti à la loi du collectivisme, tu vas essayer... Tu ne peux t'aimer qu'en fonction du fait que je t'aime. Si je vois un défaut, donc, tu as l'impression que tu baisses dans mon estime, donc tu baisses dans ton estime. Pour ne pas baisser dans ton estime, il ne faut pas que tu baisses dans mon estime. Donc, tu vas défendre et t'obstiner sur le fait que tu n'as pas ce défaut-là. Alors que là, ça en fait deux. C'est compliqué. Ben oui, alors que si je dis, écoute, Jacques, quand tu communiques, là, tu communiques mal. Ah bon? Ben, explique-moi ça. Ben, c'est simple. À chaque fois que tu dis 8 mots, il en manque 8 autres. Tu y vas en télégraphie. Ah, ben, je m'en rends pas compte. Mais la prochaine fois que tu vas le faire, je te le dis. Oui, parfait. Ben, là, on se met à parler, puis quand ça arrive, regarde, tu viens juste de le faire encore. Tu as dit ça. Ah, ben, j'ai pas vu. Pas grave, ça va venir. Mais tu t'obstines pas contre, mais le gars, il baisse pas dans mon estime. Le gars, il monte dans mon estime. Alors que si tu veux être normal, donc collectif, tu ne peux t'estimer qu'en fonction du reflet extérieur. Ben, si je vois que tu as un défaut, tu as l'impression que tu es un défaut. Alors, tu vas résister. C'est banal de s'accepter, d'être naturel, et ça n'empêche pas qu'une fois que je suis naturel, que je vais m'ajuster à l'ensemble des habitants du chronotope. Mais l'ajustement à l'ensemble des habitants du chronotope, pour moi, c'est pas me rabaisser, c'est m'ajuster. C'est pas me puténer, c'est m'ajuster. C'est pas me transformer, c'est m'ajuster. Mais je ne le fais pas pour moi. Je ne dois pas aller dire que je parle télégraphiquement parce que j'aime mieux ça. Hein? Ou de temps en temps, je suis en colère parce que j'aime ça. Ou de temps en temps, ben, je bois du poison, là, du coke ou des choses comme ça, parce que je trouve que de temps en temps, on doit se payer le luxe de... Mais moi, si j'en bois de temps en temps, c'est parce que mon hostie d'ego, il y a une rechute majeure. Puis là, il est tellement en train de gruger de l'énergie qu'un petit verre de coke, ça le place. Bon, mais je sais très bien, par contre, que ça ne fait pas partie de mon futur. Autrement dit, je veux pas dans pas grand temps, bien, comme là, j'en bois plus, mais tu sais, je me disais, veux pas dans pas grand temps, j'en boirai plus. Il va falloir que monsieur l'ego s'adapte. Mais en attendant, quand il fait une crise majeure assez forte, que ça prend plus d'énergie de lutter contre ce que l'ego fait que de lutter contre les effets du coke, je préfère boire un verre de coke. Puis aujourd'hui, ben, c'est fini. Bon, peut-être jusqu'à la prochaine fois, peut-être à jamais. Je m'en fous. Une chose est certaine, c'est que je ne m'associe pas, et donc, je ne m'associe pas à la problématique, donc je ne me défends pas en défendant la problématique. J'attaque la problématique. Il y a des gens qui me disaient à un moment donné, quand tu fais ça, toi, il me semblait que c'était pas intelligent. C'est pas intelligent non plus. C'est pas parce que je le fais que c'est intelligent. C'est pas plus intelligent.
Alors que pour la majorité des gens, s'ils font une chose, c'est intelligent. Moi, non. Moi, je peux faire des choses qui ne sont pas intelligentes. Puis je le sais. Pourquoi je le fais? Parce qu'on reste manipulé. Parce qu'il y a des contraintes au niveau des lois du chronotope. Mais si tu veux qu'on en parle, on va parler intelligent tous les deux. On va parler qu'effectivement, c'est stupide. Bon, quelqu'un qui fume peut très bien dire « Moi, je fume, puis oui, c'est stupide en maudit. » Bon, mais il n'y a pas de problème là. Il ne faut pas qu'il se culpabilise non plus. Pas s'il est correct. Sans ça, il va dire « Non, un instant, c'est parce que j'ai encore besoin de fumer, c'est parce que faut qu'il se défende. » D'ailleurs, c'est l'une des problématiques au niveau des lois de l'occupation, par exemple, ou des lois de la recherche du malheur plutôt. C'est dans la communication. L'humain est assujetti à des restrictions au niveau de la communication. J'en ai parlé un peu vendredi, dans la conférence. On en a déjà parlé à travers ici une conférence privée où je disais que l'humain était toujours dans une communication basée sur le fait de dominer. Communication basée sur le pouvoir, c'est partie des choses. Lorsque l'être humain, et souvent je parle avec des gens qui sont bien corrects, et le moindrement que je leur parle, ils se défendent. Régulièrement, il faut que je leur dise, écoute, défends-toi pas, je t'attaque pas. Bon, par exemple, tu t'occupes de la salle, moi je rentre et la salle est correcte. Et là, moi je vais dire, faudrait qu'à chaque fois que la salle ne soit pas plus éclairée que ça. Ah ben ça j'ai fait, là quand je suis rentré, j'ai arrangé les lumières. Mais non, je te dis qu'il faudrait qu'à l'avenir que la salle soit comme ça. J'ai pas dit que tu as mal fait. Mais immédiatement, on prend le niveau sonore, j'écouterai une cassette, puis là je vais aller dire au technicien qui enregistre, toi, il faudrait que ça soit toujours comme ça. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas de ma faute quand les autres fois, c'est pas de même, c'est à cause que j'ai pas attaqué personne. Moi, je marche toujours avec le présent versus le futur. Tu sais? Alors, je rentre dans la chambre de mon enfant, puis je vais lui dire, ah, vois-tu, ta chambre est encore en désordre, ça serait préférable qu'elle soit toujours plus propre. Là, je lui explique quoi, puis j'explique pourquoi. À un moment donné, je peux rentrer en disant, gars, vois-tu, ça serait pas mal bien si elle était toujours comme ça. Ah oui, mais il y a des fois, j'ai pas le temps. Il se défend. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça serait bien si la cassette est toujours bien enregistrée? Oui, c'est de ça que je parle. Je ne parle que de ça. En plus, il ne se défend pas, il défend la mécanique qui le manipule. Il se défend lui parce que lui, il s'identifie totalement à la problématique. Oui, parce qu'on n'a pas de libre arbitre. On ne se défend pas. Là. Bon. Alors moi, je pose des questions aux gens. Êtes-vous d'accord que ce serait parfait si toujours vous étiez en santé? Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Mais si je parle avec un individu, il va me dire oui, mais écoute, c'est pas si facile que ça à faire. Il se défend. Bon, ça fait partie des lois de la recherche du malheur. Parce que quand vous vous défendez, c'est parce que vous êtes attaqué. Dans l'attaque, il n'y a pas de bonheur. Et dans la communication, c'est compliqué parce que là, l'autre, c'est pas long qu'on lance l'autre dans une mécanique où il va, par exemple, une personne inconsciente. Ah oui, mais je comprends, mais c'est pas si facile que ça. Il y a des fois qu'il y a juste la mauvaise nourriture. L'autre, il venait de dire que ça serait bien si on pouvait toujours être en santé. Parce qu'on vient de dire ça, l'autre va dire, ah oui, tu as de la mauvaise nourriture, mais ça, on a un qu'à trier. Là, il vient d'embarquer dans l'attaque. Il attaquait pas. Tu t'es défendu, il embarque dans l'attaque. Ah oui, mais trier, c'est facile à dire, ça, là, mais ça dépend au travail, moi, j'ai pas le choix. Ah, mais quelqu'un qui veut peut faire des efforts. Et là, on est dans l'attaque-défense, mais au départ, il n'y en avait pas. Ça fait partie des lois, ça, de la recherche du malheur versus la loi de la communication. Ce sont toutes des mécaniques que l'humain doit apprendre, mais apprendre avec les bons schémas cognitifs pour apprendre. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont appris des choses, puis ils ont un accès d'expert à ces informations-là quand il s'agit d'autrui. Ah oui, c'est réel. Semblait qu'un gars intelligent, ça ne communiquait pas de même. Et lui, là-dedans, il a un accès totalement de débutant par rapport à lui, mais il a un accès d'expert par rapport à autrui. Parce qu'il a placé toute sa nouvelle structure dans un gros schéma qui s'appelle les autres. Puis ça s'est classé là-dedans. Quand c'est pour lui, bien, il garde ses visions propres de lui. Puis toutes les nouveautés qui rentrent, il les transforme, il les assujettit pour conserver ses schémas de lui. Or, ça ne peut pas être utilisé. Donc, il est toujours en mode défensive, même versus le neuf, plutôt que d'être en mode acquisition de nouveaux outils. Je suis électricien, régulièrement, je dois vérifier la qualité, par exemple, des piles avec ma langue. Celle-là est bonne. T'en prends une autre. Non, il n'y a rien. T'en prends une autre. Très bonne. Là, le patron fournit un ohmmètre ou un voltmètre.
Puis moi, j'en conclus que le patron, il veut-tu dire que j'étais un esti d'imbécile? Ouais. C'est ça, être en mode défensif régulièrement. Recherche du malheur. Et là, c'est pas évident que moi, je vais utiliser l'appareil. Puis si je la trouve bien bonne, puis l'appareil, il dit que c'est pas vrai, peut-être que je peux trouver que l'appareil est pas bon ou que moi, je suis peut-être plus con que je pensais. Alors que normalement, on devrait savoir qu'écoute, ça a toujours marché ton système, c'est bon. Pas mal plus agréable de marcher qu'un appareil, par exemple. C'est bon. Tu t'en vas vers le neuf. Bon. Alors que si j'ai mes schémas, mes vieux schémas, bien, je vais continuer à utiliser la vieille méthode, ce que plusieurs font dans leur métier. On amène de nouvelles choses. Bien, les secrétaires, entre autres, par exemple, hommes ou femmes, on va leur donner un cours pour apprendre à travailler sur un ordinateur. C'est sûr qu'on leur fournit le logiciel le plus imbécile qu'il n'y a pas sur la planète versus l'ordinateur le plus épais qu'il n'y a pas sur la planète. Donc, ça demande des structures de cognition énormes, des tableaux de mémoire, puis un truc sur le clavier qu'il faut que tu changes quand tu changes de logiciel parce que c'est tellement pas intuitif. Bon, OK. N'empêche que plusieurs, au départ, se disent, j'en ai rencontré à l'université même, des personnes qui ont des doctorats qui me disaient « Ah, moi, l'informatique, je laisse ça aux jeunes. » Ça veut dire que je ne suis plus mécanicien depuis tellement longtemps, puis les jeunes, eux autres, ben, ils ont des schémas qui acceptent ces choses-là, l'électronique. Bien, c'est ça qui fait qu'on meurt. Bien, ces personnes-là sont capotes. Parce que l'homochrone, ils ne glisseront jamais dans un homochrone de plus en plus moderne. Parce que automatiquement, les autres sont sur le déclin et s'en vont pour mourir. Bien, ils vont rester dans une société qui, technologiquement, n'aura pas trop d'avancement, alors que, apparemment, sur la même planète, d'autres vont vivre dans un monde où c'est que de la technique, que de la robotique. Et d'autres ne pourront pas. Mais c'est toujours une question de schéma. Même chose au niveau de la communication. Les gens, on leur montre à communiquer. Et si on n'a pas avant, si on ne leur a pas montré à être métacognition, si on n'a pas restimulé la métacognition chez eux, chez elles, ben, ces personnes-là ne pourront pas apprendre convenablement rien. Et c'est pourquoi je dis que la base fondamentale de l'avancement humain, finalement, c'est qu'il doit être métacognicien, c'est-à-dire qu'il doit retrouver la capacité qu'il avait entre sa naissance et l'âge de 3 ans, 3-4 ans, la capacité de se faire des schémas, d'apprendre à apprendre et d'apprendre à gérer sa métacognition, ce qui devra se faire tout le temps. Ça veut dire quoi, se faire tout le temps? Ça veut dire qu'à l'état d'adulte, on doit faire du ménage. Souvent, moi, je dis à des gens, ceci, c'est un concept. Donc, un concept, c'est un concept. Dans le PMC1, on parle de ce que c'est qu'un concept, et on parle de ce que c'est qu'une croyance, et on parle de ce que c'est que la foi. Bon, mais à travers toutes ces choses-là, on définit bien que ce sont des modèles d'acquisition, qui peuvent être transformés au fur et à mesure du déroulement de la vie, donc de l'amener de l'apport de nouvelles données, et qui peuvent aussi être rejetés à un moment donné. Non, les gens vont prendre un concept et pour eux, ça devient une vérité. Donc, c'est classé dans un endroit où ça devient inaltérable. Et là, quand ils vont acquérir une autre vérité, classée à côté, si les deux viennent s'obstiner, ça crée une dissonance cognitive chez l'individu, mais ils ne feront pas de ménage. Ça crée un être humain mélangé là. Et dans d'autres domaines, il va être mélangé là. Il va être clair là. Quand il est mélangé là, bien, il ne retourne plus dans ces schémas-là. Bien, il retourne rarement, ou quand il retourne, il est trop mal pris. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre les schémas concepts, placer ça dans des endroits, puis d'avoir une structure métacognitive qui accepte l'altération, peut altérer un schéma, qui accepte l'effacement d'un schéma, qui accepte la volumisation d'un schéma, on le grossit en volume, qui accepte différentes choses. Si la personne n'a pas ça, nécessairement, elle va être mélangée là, Claire là, mélangée là, Nicole là. Et puis, la personne n'aura pas d'accès aléatoire efficace à ces informations. Cela veut dire que l'expérience qu'elle va acquérir au cours de sa vie sert à peu près pas. Prenons l'exemple d'un professionnel, on va dire d'une personne qui enseigne à l'école. La majorité sont vivants au début, mais après des années d'expérience, ils ne sont pas des personnes expertes. Ils sont des professionnels, ils ne sont pas des experts. La majorité vont cristalliser leur schéma d'acquisition, puis quand il y a des nouveautés qui vont apparaître, ils sont simplement démunis. D'où d'ailleurs le fait que dans les milieux scolaires, on doit de plus en plus, année après année, rajouter des travailleurs sociaux, rajouter des psychologues, rajouter des gens qui avant n'étaient pas nécessaires. Mais on rajoute pourquoi? Parce que les professeurs sont incapables de faire face aux neuf.
Alors, on rajoute des outils extérieurs parce que le système ne répond pas du tout aux besoins. Le même phénomène se passe aussi dans les... Plus la compagnie est vieille, Même chose. plus elle a de la difficulté à s'ouvrir à du neuf. Régulièrement, continuellement. Alors, on va dire, bien, on se modernise, on fait appel à des psychologues, on fait appel. Non, c'est pas... C'est comme on a un hôpital, et puis on a des médecins, mais on a aussi des post-médecins. Ces autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils réparent les gaffes des médecins. T'sais, on est moderne en maudit. Non, il faudrait peut-être que tu penses à éduquer tes médecins ou à changer tes médecins. Tu n'as pas besoin d'avoir de post-médecins qui vont réparer les gaffes des médecins. Puis dans 20 ans, des post-médecins qui réparent les gaffes des post-médecins, qui réparaient les gaffes des médecins. Alors, c'est un phénomène qu'on a. L'humain ne peut pas avancer clairement, régulièrement, parce que sans ça, l'humain, toute information neuve, il la place un peu partout dans ses schémas. Puis ces schémas-là se nourrissent d'informations neuves. Pourquoi la majorité des égaux veulent se conscientiser, parmi ceux et celles qui veulent se conscientiser? Parce que ça amène suffisamment d'informations pour créer suffisamment de perturbations à travers les schémas, ce qui crée suffisamment de malheur. C'est ça. Alors, ça va. Je viens de le trouver. Oui. Ben, tu viens de le dire. C'est ça. Je viens de le trouver, moi, je le dis. C'est ça, pareil. Ben, c'est sûr que c'est ça. Je me suis toujours demandé pourquoi, moi, ça me poussait, là. Pour que je sois le plus malheureux possible. C'est-à-dire que ce qui te fait que ça te pousse, ça peut être ton intelligence, et ce qui fait que ça t'attire, ça peut être le fait que tu peux être malheureux en ayant plus de choses. Mais il y a des gens qui font partie de ce qu'on appelle les perdus. Il y a quelques-uns parmi les séminaristes aussi. J'espère que vous ne vous voyez pas tous, là. Il y a quelques-uns qui, eux, c'est pas l'intelligence qui les amène. C'est uniquement l'attraction du fait qu'ils peuvent souffrir dans la dissonance. Oh, mais il n'y en a pas beaucoup. Minorité. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer le cap. Ça fait c'est des... Je ne dirais pas à partir de quelle date, parce qu'il y en a qui vont chercher à la pêche. Mais... le cap de l'espérance. Il y en a un ou deux, il n'y en a pas... C'est le cap de l'espérance. Ça passe ou ça vente moins sur l'autre Ça bord. passe ou ça casse là-bas, oui. Et la majorité des séminaristes, donc la très grande majorité des séminaristes, sont attirés évidemment par la succion de l'astral, la possibilité d'être problématique en fuyant le contact avec l'intelligence, et en même temps sont poussés par ce qui les habite, leur vision, leurs besoins nécessaires d'être dans le bon chronotope. Bon, dernièrement, vous avez lu tout le monde sur les publicités qu'on avait décidé d'indiquer clairement à qui s'adressaient les conférences de l'Académie PMC. Et sur le calendrier des activités, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on explique clairement, finalement, à qui ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça peut être bénéfique à n'importe qui. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ça s'adresse à quelqu'un qui se rejoint, qui se retrouve au moins là-dedans. Nécessairement, ça peut faire en sorte de diminuer la clientèle. Mais on s'en fout parce que, bon, il faut un peu d'argent pour arriver à soutenir les infrastructures de l'Académie de façon à pouvoir se permettre des conférences, des ateliers, etc. Il faut payer du monde. C'est correct. Par contre, régulièrement, la problématique, et c'était comme ça, mais ce n'est plus maintenant, c'était de devoir s'ajuster sans arrêt à la clientèle. Et maintenant, bien, la différence, c'est que la clientèle qu'on a décidé d'aller chercher, c'est la clientèle qui fait partie de ceux qui glissent de Omicron déjà. Bon, et là, nécessairement, on n'ajustera plus nos activités. C'est ceux qui sont glissables. Ben oui, donc on n'ajustera plus nos activités en fonction d'une clientèle hétéroclite, mais on va ajuster 100% des activités uniquement en fonction des objectifs même, qui devraient être l'objectif des gens, changer de chronotope. Bon. C'est sûr que les personnes qui ne comprennent pas tous exactement ce que ça veut dire changer de chronotope, etc., ben, on va leur offrir la possibilité de comprendre. Il y a le séminaire, évidemment, qui aide un peu. Il va y avoir des ateliers comme l'introduction à la cosmogonie, mais il va y avoir d'autres ateliers aussi. Il y a des conférences qu'on a déjà données ici pour les gens que vous connaissez un peu. Bon, il y a le dernier PMC+. On redonne un PMC+, sur le temps, mais ce n'est pas une répétition. C'est vraiment pour aller plus loin, pour stabiliser les choses au niveau de la cognition, de la compréhension des mécaniques du temps. Et à partir de là, évidemment, l'activité de l'Académie va être centrée uniquement sur le contrôle des lois qui assujettissent l'humain à rester limité et le contrôle des lois qui assujettissent l'humain à glisser dans des homochrones qui font partie d'une mécanique linéaire qui amène l'humain normalement à vieillir, à mourir, à être malade, à s'engueuler, à se battre, etc., à passer toujours du beau au mauvais,
c'est-à-dire un homochrone qui fonctionne en yin-yang, en cyclique, passer un homochrone latéral. J'expliquais vendredi que dernièrement, j'ai coupé toute la pelouse de ma cour avec une tondeuse, pas d'essence dedans. Et hier, il fallait que je recoupe encore le gazon. Alors, j'ai essayé de partir la tondeuse et je me suis dit que je n'ai assez parlé qu'elle devrait être vide, là, pour le vrai. Là. Parce que l'ego prend. Alors, j'essaie de démarrer la tondeuse, il n'y a rien à faire. Alors, j'ouvre le récipient. La dernière fois, c'était mouillé un peu. Là, c'était sec. Alors, il fallait que je mette du carburant à l'intérieur du réservoir. Bon. N'empêche que, bon, j'ai coupé, ça prend à peu près un demi-réservoir à couper la pelouse. Et puis là, j'ai recoupé au complet avec le réservoir plein. J'ai vérifié, puis ça prend à peu près entre un tiers et un demi-réservoir. J'ai une preuve là. Parce que l'ego, il se dit toujours peut-être que mal vu, peut-être que mal remarqué, peut-être sans prendre moins que tu pensais, peut-être que ci, peut-être que ça. Alors que moi, je sais consciemment que pendant que je coupais mon gazon, je glissais latéralement dans un homochrone où il y avait toujours un peu de carburant. Puis quand le carburant était consommé, je glissais où il y en avait un peu, puis je glissais où il y en avait un peu, puis je glissais où il y en avait un peu, puis je glissais où il y en avait un peu. Or, j'ai coupé le gazon sans mettre de carburant avec un réservoir qui était vide. Bon. Il était à sec. Il n'était pas sec, il était à sec. L'idée, c'est qu'on peut faire, on peut faire énormément de choses lorsqu'on est capable de contrôler les lois. Et ça, la tondeuse, c'était un effet secondaire positif d'un voyage qu'on a fait dans le temps lors de la semaine des chefs, donc les 10 jours qu'on a passés dans le bois. Et donc, ce sont des effets secondaires qui peuvent arriver chez les personnes qui commencent à explorer un peu le voyage et qui le contrôlent. J'en ai eu quelques autres comme ça, amusants, intéressants. Mais l'idée, c'est que ça permet de faire des choses qui sont en harmonie avec notre intelligence. Et là, il y a une personne qui me disait, oui, mais il me semble que c'est voler la société, ça, de couper son gazon sans... Fait que là, je dis, voyez comment c'est pareil, les égos. Autrement dit, toi, si tu jeûnes une semaine, t'es un maudit voleur parce que tu voles les commerçants parce qu'ils ne peuvent pas te vendre de bouffe. Si tu ne manges pas de chocolat, c'est ben, t'es un maudit voleur, effectivement. Tu coupes ton gazon. Parce que on va voler si on prend des biens ou des services que quelqu'un a fait. Par exemple, vous êtes abonné au câble, vous ne les payez pas. Tu sais, c'est un abonnement qui... Ben non, le fil traînait chez vous, vous l'avez essayé, il marchait. Parce que Vidéotron sont très mal gérés, puis souvent, ben, on leur envoie une lettre disant on n'en veut plus. Ils t'envoient plus de facture. Mais ils ne te coupent pas. Ça m'est déjà arrivé. Bon. Puis où je suis déménagé, c'est la même chose. On s'est branché pour le plaisir, puis le câble était là. Donc, pour le propriétaire, on n'a jamais eu de facture. Jamais eu de facture. L'ex-propriétaire avait averti Vidéotron. Puis on avait encore le câble. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui travaille pour faire le service et tu en bénéficies. Là, tu voles. Mais si tu prends ton automobile qui ne brûle pas d'huile, ben, tu ne voles pas les compagnies qui fabriquent de l'huile. Bon, même chose, si elle ne brûle pas de carburant, aucun problème. Et de temps en temps, il y a des... En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent quand j'étais jeune, quand j'ai pas d'argent. J'ai eu un temps où j'en avais vraiment pas beaucoup. Eh bien, mon automobile ne prenait pas d'huile, ne prenait pas d'essence, ça allait bien. C'était minime. On voulait... c'était phénoménal. Puis quand l'argent rentrait, bien là, ça prenait plus d'essence. Hein? On peut glisser. L'idée, c'est qu'il faut absolument que Donc, j'expliquais que les activités de l'Académie vont se centrer uniquement sur l'étude, de ces mécaniques. Parce qu'il faut comprendre une chose. L'intelligence supramentale permet d'amener de l'information à l'humain, mais l'intelligence supramentale amène de l'information en fonction d'une des lois du chronotope, celle de la créativité et celle de l'occupation. Absolument. OK? Alors, les êtres qui sont en contact avec le plan supramental sont des êtres qui se font aussi charrier. Et ça, c'est sans exception actuellement et sans exception dans l'histoire humaine. Sauf que l'intelligence, elle amène aussi des choses intelligentes qui finissent par amener des individus, certains types d'individus, à se brancher différemment pour aller chercher d'autres types d'informations. Jusqu'à date, les voyages transtemporels qu'on a faits en termes d'études, de recherche, d'exploration au niveau du groupe des chefs, nous ont permis de comprendre certaines lois du chronotope. Parce que pour bouger, on doit comprendre des lois. Et c'est là qu'on découvre qu'effectivement, l'intelligence supramentale va nous suivre partout. Mais l'intelligence supramentale ne t'amène pas à changer. Et il y a énormément de choses... en tout cas, qui sont beaucoup plus applicables, le moindrement que l'humain comprend,
que son changement est déterminé par le fait qu'il change d'homochrone, donc d'un petit temps similaire, à aller à un changement chronotopique, un changement majeur au niveau d'un lieu temporel, puis un changement du chronotope implique un changement des lois qui le régissent. Il y a nécessairement un effet planétaire. Bon. Lorsque les activités de l'Académie PMC étaient ajustées en fonction beaucoup plus d'informer les gens, d'instruire les gens des mécaniques du chronotope. Sauf qu'à chaque fois qu'on prenait une loi du chronotope, qu'on essayait de la contrer, on se frappait le nez à une autre loi du chronotope qui a prévu le coup. Alors évidemment, on améliore un peu notre sort au niveau de ce que nous sommes, de l'élitisme de ce que nous sommes. Et on se fait tout de suite rabaisser. Mais justement, on n'améliore pas notre sort au niveau matériel, au niveau de la santé, au niveau de l'événement. Pourquoi? Parce que le travail est un travail qui se fait et qui est très, très, très bienvenu. Un travail qui se fait dans le linéaire du déplacement temporel, c'est-à-dire passé versus présent versus futur, d'une façon normale, collective, c'est-à-dire qui tient compte des lois chronotopiques. Donc, tu vas vers le vieillissement, vers la mort, vers la maladie, etc. Et en fonction de problématiques de désajustement entre les lois, par exemple, de la richesse de l'ère du poisson ou de ce chronotope, versus la perception des lois de la richesse d'un autre chronotope, mais tu ne peux pas les appliquer ici. Alors, c'est comme, par exemple, dans la définition de la clientèle, bref, des gens avec qui je veux travailler, avec les gens que je veux côtoyer, il y a une chose qui dit, entre autres, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais ça ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourtant, c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est parfait pour toi, pour ton intelligence, mais dans un autre homochrone. Pas dans celui-ci. Alors, je donnais des exemples à une personne d'affaires qui dit j'ai une idée géniale, on va vendre par exemple un verre. Et bon, puis l'idée, elle est bonne, elle est parfaite, c'est bon, la publicité, c'est très bon. Et là, je lui dis as-tu vérifié si ta publicité ou ton verre était acceptable par la clientèle cible, par le public? Il dit bien voyons donc, tout le monde est malade, tout le monde en a besoin de ça. Ça ne change rien. Non, c'est pas ça. Non, une personne qui fait partie de ce chronotope qui n'a vraiment aucune attache dans un autre monde, donc la personne qui est vraiment dans son monde ici, un monde de guerre, de violence, de prédateurs, va inventer le même verre, va faire la même publicité, puis elle va en vendre plein. Mais l'autre, lui, qui n'est pas dans le bon monde, va inventer le même verre, va faire la même publicité, il va en vendre, il en vendra presque pas. Alors, je lui dis, regarde, tu fais un petit sondage, tu présentes ton verre à 200-300 personnes. Puis tu leur demandes ce qu'ils en pensent. Il fait l'essai. Tout le monde dit, c'est merveilleux. Puis il me dit, gars, toi, c'est merveilleux. Je dis, non, tu n'as rien vendu, tu as présenté. Mais maintenant, si tu leur fais une publicité, tu leur demandes, qu'est-ce que ça fait comme effet? Ah, les gens, bien, c'est bien évident que c'est bon. Parfait. Le maintenant, met ça sur le public, tout le monde va en acheter. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ajusté son affaire à l'homochrone actuel et ça va engendrer un effet positif au niveau des affaires. Pourtant, le gars, la fille, n'aura rien changé, mais parce qu'on comprend la mécanique du déphasement homochronique, qui fait en sorte que vous êtes génial, puis ça plante, bien, quand tu comprends, maintenant, tu vas te dire, parfait, bien, il y a une structure, une loi entre deux homochrones, il y a des lois de communication homochronique, et moi, je ne suis pas de ce monde. Et si je ne suis pas de ce monde, nécessairement, les idées que j'aurai ne seront pas des idées qui vont fonctionner. Mais il y a des façons de les faire fonctionner. Tu glisses d'homochrone, et si tu n'es pas capable de glisser d'homochrone, bien, il y a des mécaniques à faire. D'amener tout le monde dans ton homochrone. Bien, là, c'est glisser d'homochrone aussi, mais il y a des mécaniques que tu peux faire pour ajuster. Donc, tu vas glisser aussi, pas là où tu pensais, mais tu glisses quand même. Et subitement, bien, ça devient ajusté à l'homochrone. Alors, au lieu de dire, par exemple, bon, il y a le contact avec l'ajusteur, il y a la négoïsation. La négoïsation, c'est bon. Mais quand on sait que c'est l'ego qui nous enclave, qui nous maintient dans un homochrone, bien, le fait de s'anégoïser permet à l'intelligence d'être attirée plus facilement par les homochrones buts, les chronotopes buts, là où les objectifs, parce que l'ego est anégoïque, il va moins nous maintenir là. On va être capable de bouger. Mais surtout, c'est quand on va avoir bougé, lui étant anégoïque, il ne nous ramènera pas 2 jours après. Les journées, ça va bien, les journées, ça va pas bien, les journées, c'est ci, les journées, ça va mal. Bon. Mais on comprend la mécanique. Donc, ce que l'intelligence prémentale amène au niveau d'un homochrone, ça reste utilisable.
Sauf que le moindrement que tu comprends que le travail doit se faire d'une façon horizontale plutôt que verticale, ça donne une ampleur très différente au travail parce que là, l'être humain devient un technicien de la mécanique et il peut bouger des leviers. Toujours être pris avec le laisser-aller. J'essaie de me contrôler, j'essaie de faire ceci, j'essaie de faire cela, mais je suis manipulé. Oui, mais quand on comprend le mouvement le glissement homochronique, très, 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 très différent de la façon dont on va utiliser. On gagne une certaine liberté de mouvement. Tu gagnes une liberté complète de mouvement. L'humain restera manipulé, sauf que c'est facile pour l'humain de créer une instruction égoïque qui l'amène à comprendre qu'il doit être manipulé à glisser. C'est ça. Parce qu'avant, l'humain était manipulé à essayer d'être beau, d'être bien. C'est illégal et impossible. Si maintenant l'ego est manipulé à changer de chronotope pour rechercher un monde qui est beau, qui est bien, ou c'est légal de le faire. Bien là, l'ego va glisser quand l'ego est instruit. Et dans ce monde-là, c'est légal. Donc, il n'y a pas d'effet de retour, tu ne payes pas le prix. Alors que si c'est en restant dans le même homochrone, c'est illégal. Ça en est une autre clé, ça, pour changer le collectivisme. Bien, c'est-à-dire que il faut que tu sois capable de te décollectiviser avant d'entreprendre le mouvement homochronique. De te décollectiviser au niveau du savoir. Donc, au niveau de la conscience. Bon, tu es encore collectif, mais tu le sais, puis tu es contre. Tu peux glisser. Et en glissant, tu vas perdre le collectivisme qui te restait. Bon. Sauf que si tu te défends en disant non, c'est pas du collectivisme, c'est à cause que tu es collectif, même dans ta conscience, même dans ton savoir. Et là, tu ne peux pas glisser latéralement dans un homochrone bu. Un homochrone bu, ça veut dire un homochrone utopique. Bon. Mais un homochrone, c'est toujours évidemment un petit changement mineur. Un chronotope, c'est un changement majeur. Si on regarde la façon dont l'activité humaine devrait être organisée, orchestrée, bien, nécessairement, il faut que l'humain puisse comprendre la mécanique du temps d'une façon beaucoup plus ample que ce qu'il connaît actuellement. C'est d'ailleurs l'idée du prochain PMC+. Il faut que l'humain soit capable, avec la compréhension de la mécanique du temps, et c'est d'ailleurs l'objectif du prochain PMC+, de ressortir tout ce qui a trait à la compréhension du continuum, de ressortir tout ce qui a trait à ça, de tous les schémas qu'il a actuellement au niveau de sa cognition. Ça veut dire que toutes les informations que vous avez, qui ont trait à la mécanique du continuum, doivent être, on en a parlé tout à l'heure, doivent être extirpées des mauvais schémas pour être placées dans ce schéma-là, de façon à ce que ça soit tellement clair que là, votre vie va être faite en fonction d'un glissement homochronique. Ça veut dire, comme dans la publicité, on en parle un peu, on parle des lois naturelles. On va vous expliquer comment ça fonctionne une loi naturelle par rapport à la version au continuum. Le processus des miracles, plein de mécaniques qui sont dans des schémas et ils doivent être sortis de ces schémas-là pour être replacés dans le schéma du continuum. Et une fois que ça c'est fait, la personne, elle est maintenant toujours en démarche de glissement. Parce que tout ce qu'elle va penser ou faire va toujours être en fonction de ces schémas-là. Exactement comme le religieux, tout ce qu'il fait, c'est en fonction de Dieu. À un moment donné, tout ce que tu vas faire, toi, c'est en fonction de glisser. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire va te faire glisser. Mais nécessairement, tu vas comprendre, si on dit, tu vas regarder un film, et en regardant un film, immédiatement, vous allez vous dire, oh non, ça ne me fait pas glisser à la bonne place. Tu sais, c'est clair. Mais c'est pas, ah non, il ne faut pas regarder ça, parce que non, c'est pas ça que tu vas arriver. Non. Tu vas comprendre, tu vas voir automatiquement que c'est pas ça. Bon, à un moment donné, vous allez vivre des relations particulières avec du monde, vous allez, en connaissant la mécanique des lois, de la communication, de la relation, etc., automatiquement corriger pour avoir une relation qui est plaisante. Donc, vous allez glisser là où c'est plaisant, puis vous allez amener la gang là où c'est plaisant. Ils vont suivre son collectif. Très différent. Je ne change pas l'humain. Je change d'humain. Mais ça ne paraît pas. Et moi, je reste bien correct. Alors, c'est important de comprendre que le décollectivisation, par exemple, on en a parlé, le fait d'être collectif,
ça se retouche partout. Le fait de décider de travailler uniquement avec les individus qui ne sont pas dans le bon chronotype, on a fait une liste. La liste peut être beaucoup plus ample aussi. Bon, ça fait en sorte qu'on va travailler avec les anormaux, qui sont normaux. Oui, c'est ça. Mais dans l'autre homochrone. C'est une question de point de vue. Ah oui. Toujours une question de point de vue, une question de manipulation au niveau des lois. Si on regarde, on a parlé beaucoup des lois du collectivisme. Parmi les lois de l'occupation, il y en a d'autres que tu aimerais aborder? La créativité. Quand on conscientise, on est encore plus créatif. Le danger, c'est de s'occuper jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on choisit dans tout ça, là? Prenons un exemple de créativité. Il y a des personnes, par exemple, qui vont travailler dans un contexte, et puis ça fonctionne bien, mais l'objectif collectif, social, par exemple, n'est pas atteint. Par exemple, tu te lances en affaires avec 3 associés, mais après 5 ans, vous avez vécu, vous avez pris des vacances quand vous vouliez, vous avez été vraiment heureux, mais vous n'avez pas fait fortune. Alors, vous allez, toi, par exemple, collectif, créativité, tu peux en déduire, par la loi du collectivisme, que finalement, ça n'a pas marché. Mais les hommes d'affaires qui sont riches n'ont jamais eu de plaisir, n'ont pas pris de vacances quand ils voulaient, n'ont pas été heureux pendant le travail, et eux vont dire, nous, on a réussi. Parce qu'au niveau collectif, c'est le fric, et non pas la qualité de vie. Par contre, toi, tu as eu la qualité de vie, tu as un succès majeur, en plus, tu as vécu, en travaillant pour toi, en étant bien. La créativité va venir embarquer, collectiviste créativité, et te dire, si tu lâchais tes 2 bonhommes, puis que tu repartais tout seul, ou que tu allais te trouver un emploi à la place, Tu ferais plus d'argent. ça va être bien mieux. Sauf que ça fait partie des lois de l'omnibulation, puis loi de l'occupation. Là, ce qui arrive, c'est que moi, si je ne suis pas omnibulé, je vais te dire, comment ça se fait alors, se fait-il que tu penses, toi, qu'en allant te trouver un emploi à l'extérieur, tu vas réussir mieux, alors que toute la société prétend le contraire, prétend qu'il y a de plus en plus de chômage, que le niveau de vie des gens décroît sans arrêt, que le niveau de malheur monte sans arrêt. Alors, je ne vois pas comment, toi, tu peux te laisser manipuler, mais c'est la créativité, entre autres. C'est-à-dire que tu as l'impression de te reprendre en main, tu vas te trouver un emploi, ça va aller mieux, puis l'omnibulation, puis le collectivisme, alors que la société vit moins bien que ce que tu as vécu. Puis la créativité, elle donne l'impression à un moment donné que si tu étais seul ou avec 2, 3 qui te suivent plus, que tu pourrais faire plus. La loi de la créativité. Mais si tu es avec des individus avec qui tu as déjà de l'expérience, la créativité devrait être beaucoup plus utilisable là. Mais la loi de la créativité n'est pas une loi d'intelligence. L'intelligence va t'amener à être créateur à un moment donné. Mais la créativité, la loi de la créativité qu'on parle présentement, c'est une loi astrale de ce chronotope qui fait en sorte que lorsque l'humain peut aboutir, on lui donne de la créativité pour qu'il change de cap, ou bien lorsque l'humain peut planter, on lui donne de la créativité pour qu'il ne plante pas trop. Alors, la créativité que l'humain a, souvent, c'est une loi justement d'occupation. Oui, puis toujours à la recherche du malheur. Bien, du malheur, c'est sûr, donc d'être bien, c'est-à-dire d'être malheureux. Oui. On a ça dans les entreprises aussi, on a ça à bien des places. Par exemple, dans plusieurs compagnies, on va donner à quelqu'un une tâche à faire. Et après 2, 3 semaines, 2, 3 mois, bon, etc., on se rend compte que la tâche est altérée. La personne ne la fait plus comme elle devait la faire. C'est la créativité, ça. Certains vont dire que c'est la paresse. C'est la créativité. Bon, par exemple, les gens vont, à chaque fois, il faut placer les verres comme ça, puis le petit napperon, on le met à côté. Puis après un laps de temps, la personne qui a de la créativité un peu va penser que ce serait mieux le verre sur le petit napperon. C'est la créativité. Si elle en parle à ses patrons, la créativité peut être utilisable. Le patron peut dire oui, le patron peut dire non. Mais ce qui arrive souvent, c'est que les personnes ont une fâcheuse tendance à toujours tout altérer un processus qui va bien. C'est la créativité. Bon, on peut dire que si elle est canalisée par l'intelligence, par le mental au minimum, la créativité peut être utilisable.
Sauf que la loi de la créativité, ce qui va arriver souvent, comme d'ailleurs les écrivains le long, ils vont écrire, après ça, ils se relisent. Moi, je me relis jamais. Et ils se relisent, puis là, c'est pas assez bon. Alors, ils vont recommencer. Ils vont se relire. C'est pas assez bon. Ils vont se relire. Ah, c'est ça dessus. Ben oui, mais c'est évident. Les gens, par exemple, qui vont... Bon, moi, je fais des conférences. J'écoute jamais mes conférences. Si j'écoutais mes conférences, je cesserais probablement de faire des conférences. Ouais. Il y a tellement de choses à corriger. Mais vu que je ne m'écoute pas, ben cette partie créative-là n'embarque pas. Alors, je fais des conférences, puis ce qui est à passer est correct. Mais puis il y a pas quelque chose qu'on pourrait corriger. Mais si on se met à tout corriger ça au complet, c'est pour ça qu'il est important de la faire. Par exemple, vous m'écrivez une lettre. Vous la relisez, vous la voulez parfaite. Il y a des chances que ça prenne bien du temps. Il y a des personnes qui font partie des perdus qui, de temps en temps, c'est du bon monde, Je dis, quand je parle perdu, c'est que leurs schémas sont très mélangés. Donc, ils sont perdus là. C'est pas des personnes folles, c'est des personnes qui ne sont plus là. Dans un paquet de schémas. Alors, ils vont m'écrire une lettre et ils ne me l'envoient pas. 3 mois après, ils m'écrivent une autre lettre, finalement. Puis, ils ne me l'envoient pas non plus. Puis, 1 an après, je reçois 15 lettres. Elle a décidé qu'elle m'envoyait sa dernière lettre, plus toutes les autres lettres. Et là, on lit la première lettre. Puis là, dans la deuxième, ben là, elle dit que là, ici, elle s'est compris, puis qu'il fallait puis bon, elle se contredit, puis il va. La créativité, loi de la créativité. La personne se relie, puis elle dit, voyons donc, je ne peux pas envoyer ça. Mais comment qu'on fait pour choisir, dans la créativité, il y en a des idées, il y en a en masse, là. Comment qu'on fait pour choisir la bonne? Je vais vous expliquer comment on fait pour choisir la bonne. Pour choisir la bonne, il faut être structuré. La structure, c'est quoi? La structure, c'est l'obligation de descendre du mental. Quand le mental entre, l'astral sort. On a parlé souvent des problèmes des mentaliseurs, donc de la mentalisation. On se rend compte, lorsqu'on change de mot-clone et qu'on structure un peu l'information que j'ai amenée, que la mentalisation, c'est bon. C'est la paramentalisation qui est mauvaise. Donc, il y a des gens qui mentalisent et c'est impeccable. Il y a des gens qui paramentalisent et c'est débile. Donc, à un moment donné, on en reparlera à travers certains ateliers. Il va falloir que ces termes-là soient compris parce que les termes font eux-mêmes partie de nos structures. Je mentalise, ça veut dire que j'amène l'information au niveau du mental et je reste mental, donc je logifère et j'ai accès à l'information supramentale, l'information astrale. La paramentalisation, c'est lorsque c'est identique à la mentalisation, mais ce n'est pas mental. Donc, ça reste assujetti aux contraintes de l'ego. Alors, les individus qui ont totalement raison lorsqu'ils paramentalisent, mais on sait qu'ils ont tort, ne mentalisaient pas, paramentalisaient. Bon, puis para veut dire presque identique à côté du chemin, ce n'en est pas. On a des choses qui sont logiques, mais on a aussi du paralogisme. Le paralogisme, c'est lorsqu'on arrive, par exemple, à une conclusion à partir d'un schéma logique, la conclusion ne l'est pas. Bon, un exemple rapide, on a fait des études et on se rend compte que les étudiants qui étudient le plus à la maison sont ceux qui ont les plus mauvaises notes à l'école. L'étude est portée sur un paquet d'étudiants et on fait un parallèle entre les notes scolaires et le nombre d'heures d'études. Déduction paralogique, ceux qui étudient beaucoup coulent. Déduction logique, ceux qui coulent ont tendance à étudier plus pour essayer de récupérer. Mais en paralogisme, on va penser que le fait d'étudier rend les notes mauvaises. D'où la solution, c'est essayer d'étudier. Mais c'est mathématique. Ah si je regarde mes statistiques. Bon. Mais pourquoi c'est du paralogisme? C'est que quelque part, il y a des données que j'ai éliminées, que je ne sais pas peut-être. C'est comment a été faite l'analyse. Bon, alors c'est simple, c'est que ceux qui réussissent bien étudient moins, c'est logique. Bon. On parle ici de structure. La structure, elle apparaît... Bien, il faut se structurer. On parlait de comment on fait la structure. Se structurer, c'est rentrer du mental. Rentrer du mental, ça veut dire faire sortir l'astral.
Puis rentrer du mental, ça veut dire être capable de placer des chemins. Ça veut dire au départ qu'on parle de pourquoi je fais ceci, pourquoi je ne fais pas cela. Bon, donne-moi un exemple. On prend un exemple sur une chose qu'on devrait structurer de façon à être capable de ne pas se faire altérer sans arrêt par la créativité. Alors, on prend, je commence à écrire un livre. Avant de commencer à écrire un livre, je devrais me poser une question structurée. Pourquoi je devrais écrire un livre? Pourquoi? C'est ça. J'ai le goût, là, ça me tente, j'ai l'inspiration. Oui, c'est la créativité, ça fait partie des lois d'occupation. D'aller écrire des livres pour rien. Pourquoi je devrais écrire un livre? Bien là, ça fait partie des structures. Savez-vous ce que c'est qu'une structure? Une structure? Non. L'art de la structure, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Puis j'ai déjà expliqué que quand on se posait la bonne question, on avait toujours la réponse. Puis chaque fois qu'on avait une aberration phraséologique, chaque fois qu'on avait une question sans réponse, c'est qu'on ne posait pas une bonne question. Alors, je me pose, je veux écrire un livre. C'est mon objectif. La question, pourquoi je veux écrire un livre? Alors, ça devient en bas, ça ici, livre. Et là, je dois chercher des éléments en avant. Alors, je vais dire, bien, parce que j'ai de l'inspiration. Est-ce que parce que j'ai de l'inspiration, connaissant la loi de l'occupation, c'est un argument pour écrire un livre? Mais vu que je connais la loi de l'occupation, mon inspiration, ma créativité, je me dis ça, c'est pas bon. On n'écrit pas un livre parce qu'on a l'inspiration d'écrire un livre. On ne mange pas du chocolat parce qu'on a l'inspiration de manger du chocolat. Puis on ne va pas se suicider parce qu'on a l'inspiration de se suicider. Okay? Connaissant les lois. Mais les lois doivent être structurées tellement clairement chez vous que le moindrement vous posez la question, je veux écrire un livre, pourquoi? Parce que j'ai de l'inspiration, automatiquement, parce que vous allez devenir des experts, vous allez savoir que ça, c'est la loi de la créativité, loi de l'occupation, donc, moi, je rejette. Je mentalise, je rejette. Pour faire de l'argent, je me pose la question, est-ce que c'est ça qui, au départ, est apparu chez moi, pour ensuite enclencher un processus de créativité? Je veux faire de l'argent, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire de l'argent? Tac, 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 j'ai cherché. Est-ce que j'ai cherché en mode expert pour aléatoirement aller là où je suis le plus rentable, ou si j'ai cherché en mode linéaire, puis je suis arrêté au premier morceau qui répondait à la question. Peut-être que c'est le 25e qui est le bon. Mais il faut que je me pose des questions. Si je suis un bon métaconicien, je réponds. Si tu es en mode aléatoire, tu vas aller chercher immédiatement le meilleur. Si tu es en mode linéaire, il faudrait que tu dises les livres. Mais après ça, il y aurait... Je pourrais chanter. Après ça, il y aurait... Je pourrais travailler pour quelqu'un. Après ça, il y a, en mode linéaire, il faut que tu fasses tout. Et là, ce qui arrive en mode linéaire, souvent, c'est que vous allez en sauter. Ou bien, vous allez en mettre plein, après ça, vous allez être en dissonance cognitive. Lequel je fais? Vu que vous n'êtes pas un expert, vous ne savez toujours pas lequel est le bon. Et vous savez la liste que vous pouvez faire. Fait que là, vous allez y aller avec votre intuition astrale. Ben moi, tiens, je pense que je vais faire ça. Peut-être parce qu'il y en a qui font, peut-être que vous avez lu dernièrement qu'un écrivain fait de l'argent. Peut-être parce que, etc. On ne sait pas. Si on se structure, donc, pourquoi je veux écrire un livre? Parce qu'on peut faire de l'argent. Parfait, on peut faire de l'argent. Est-ce que les écrivains au Québec font vraiment de l'argent? La majorité n'en vivent pas. Il y en a qui en vivent. Mais moi, je vis de mes livres. C'est bon. Mais c'est une question à se poser. La personne devra se dire, écoute, peut-être que je peux être rentable parce que ça me prend 30 jours écrire un livre de 300 pages. OK. Un mois t'écris. C'est juste un mois. OK. Ça peut rapporter peut-être 10, 12 000, 8 000 par année. La première année, travailler un mois, 8 000 $ pour 30 jours. C'est un bon salaire. J'en vis pas. Ça va payer mon hypothèque. T'sais, la personne peut bon trouver. Mais là, après ça, il va falloir qu'elle se pose des questions, qu'elle continue à structurer. Si c'est pour faire de l'argent, c'est quoi le sujet du livre? Ah, elle va trouver un titre. Là, si elle sait qu'elle n'est pas dans le bon chronotope, il faut qu'elle sache que ce qu'elle va trouver comme titre va bien se vendre dans l'autre chronotope. Dans l'autre homochrone, pas dans le sien. Parce qu'elle est dans le mauvais monde, elle le sait. Mais sa créativité et son intelligence, c'est dans le bon monde. Et elle, elle vit dans le mauvais. Être structuré, ça veut dire qu'on se pose des questions sans arrêt. Disons que j'arrive à la conclusion, oui, j'écris un livre, et ça, c'est pour ne pas gérer sa vie. Mais ça, on va former des ateliers là-dessus. Du moment que moi, j'arrive, oui, j'écris un livre, et le livre va être sur
l'avenir de l'aérospatial au Canada. OK? Oui. J'ai décidé que c'était bon, puis les études que j'ai faites sont correctes, ça va. Mais là, je commence à écrire, puis à un moment donné, ben là, je tombe sur la cité de 7-2. Ça en vient. C'est bon, pas mal. Puis là, je pense que peut-être que je devrais écrire un roman à la place ou un roman en même temps. Là, c'est de la créativité encore qui embarque. La créativité est-elle en train de te faire changer de cap? C'est ça le problème. Puis la majorité des gens changent de cap juste quand ça va aboutir. Puis il y a une grosse majorité aussi qui vont dire, ben non, j'écris mon livre pareil. Oui. Puis c'est ça de perdre son temps. Là. C'est ce qui va arriver aussi. Sauf qu'habituellement, s'il n'a pas changé Parce de que cap... quand on n'est pas capable de changer de cap, c'est pas Oui, bon. mais s'il n'a pas changé de cap, c'est mauvais. C'est parce qu'au départ, ton analyse structurale Elle n'était pas bonne. était mauvaise. Tu avais commencé à écrire un livre, puis c'était pas ça qu'il fallait que tu fasses. Parce que si au départ, ça a bien été fait, là, je le résume, hein, mais c'est un peu plus complexe. Oui. C'est-à-dire c'est plus long à expliquer, très facile à comprendre et à appliquer, parce que il y a un algorithme de procédure. Tu te poses la question, oui ou non? Oui. L'autre question, oui ou non? Non. L'autre question, oui ou non? Puis à la fin, tu sais ce que tu as à faire. C'est banal. Mais il faut que tu puisses poser les questions comme il faut, puis il y a des façons d'arriver à créer les bonnes questions. Avec un algorithme après, tu ne peux pas te tromper. Si donc la phase ici structurelle a bien été faite, quand tu vas arriver ici, tu sais que ça reste bon. Peut-être que c'est une autre bonne idée. Encore une fois, tu vas la réévaluer de la même façon au niveau structural pour en arriver à une réponse. Mais comment tu fais pour discerner tout ça, là? C'est deux bonnes idées, puis tu n'as rien que 24 heures d'une journée. C'est très facile si tu connais la loi de l'occupation. Tu as deux bonnes idées, dors pas, puis il y en a une qui est en marche. OK? Laquelle tu fais si tu connais la loi de l'occupation et que tu ne veux pas y être assujetti? Bien, tu vas continuer à faire l'idée qui marche, puis l'autre, tu vas la reléguer de côté. Très simple. Sauf que l'humain doit bien connaître la loi de l'occupation, ça veut dire qu'elle doit faire partie de sa façon de penser lorsqu'elle pose des questions. Parce que la personne peut dire « Ouais, mais c'est parce que j'ai plus le goût de faire l'autre. Mais l'objectif de départ, est-ce que c'était d'avoir le goût d'écrire un livre sur l'aérospatial au Canada ou si l'objectif de départ était de faire de l'argent? Faire de l'argent, c'est ça. As-tu encore le goût de faire de l'argent? Alors, continue à faire ton bordel de livre. Mais tu comprends? Il faut être capable de se poser des questions convenablement. La personne va dire, oui, mais c'est parce que j'ai plus le goût. Est-ce que c'est le goût que tu avais? Puis vérifier aussi si ce qu'on fait est adapté à Ça, il faut que tu l'aies déjà fait dans ton analyse de départ. Puis quand moi je vous parle de replacer l'information que vous avez acquis de votre naissance à maintenant, c'est une fois que ça est bien placé, c'est là que vous allez devenir des experts, c'est là que vous êtes capable de poser les questions facilement comme je les pose là. La personne va dire, ouais, mais c'est pas évident, moi j'aurais pas pensé à cette question-là. C'est normal, ça dépend comment les structures sont faites. Sauf que moi, j'ai un algorithme de procédure, j'ai plusieurs procédures, dépendamment des situations, qui me permettent, dans telle situation, de me poser tel type de questions. Ce qui me rend plus efficace. Un expert, c'est exactement ça. J'ai donné l'exemple, je pense, le mois dernier, en tout cas, je le redonne maintenant, de la personne qui a appris à réanimer un arrêt cardiaque suite à une noyade. Et un jour, elle marche sur la rue, puis il y a quelqu'un qui s'électrocute puis qui tombe en arrêt cardiaque. La personne, elle ne sait pas quoi faire. Pourtant, c'est un arrêt cardiaque. Donc, ce sont les mêmes procédures. Une personne qui a une métacognition un petit peu mieux structurée, elle n'est pas métaconicien, mais elle a une structure un petit peu mieux faite, elle est capable de créer des passerelles. Alors, elle ramasse des informations, et à travers les informations qu'elle ramasse, la personne, le fil ne touche plus rien, elle était dans un poteau tombé à terre. Bon. Alors, arrêt cardio-respiratoire. Arrêt cardio-respiratoire, oui, j'ai appris des choses. Lors de la noyade, un pas noyé, mais en arrêt cardio-respiratoire, donc accès aléatoire, je prends juste ce que j'ai besoin. Je sais, je ne plongerai pas à côté d'elle pour ramper jusqu'à elle, puis bon, tu sais. Les mécaniques, on ne fera pas. Vous allez dire, oui, mais il n'y a personne qui va ramper à côté d'elle. Non, non. Mais il y a des gens qui ne pourront pas l'aider. Ils ne ramperont pas. Eux autres, ils regardent leur procédure, plonger, mais c'est de l'eau, elle n'est pas dans l'eau, elle n'est pas noyée, je ne peux rien faire. Alors qu'une autre personne va simplement avoir un accès aléatoire versus l'événement, puis va être capable de faire une réanimation cardio-respiratoire. Il y en a une qui travaille plus près du mode expert, l'autre, le mode normal.
Si on raffine encore plus, parce que moi, en travaillant pour Urgence Santé, souvent, j'ai vu des médecins qui faisaient des massages cardiaques sur le nombril. Ils ont appris. Mais ils ont appris à donner des ordres, ils ont appris techniquement comment le faire, mais c'est habituellement le préposé aux bénéficiaires qui fait ça dans une salle de réanimation. Dans plusieurs pet shops. Dans certains hôpitaux, c'est quelqu'un qui a été formé, mais en tout cas. Et le médecin, lui, ben, il sait, mais qu'est-ce que vous faites là? Je fais un massage. Vous pensez que c'est la bonne place? Non, mais il faut faire un massage. Ça, c'est des réponses que j'ai déjà eues. Il y a des médecins, il fallait ôter de là, qui étaient en train de tuer les patients. Puis ce sont des bons médecins pour donner des ordres, mais il n'y a pas de passerelle entre l'événement urgence et la salle d'urgence. L'humain qui apprend à restructurer ces choses va arriver lui aussi à poser les bonnes questions, à servir d'une façon experte, d'une façon aléatoire, des informations qu'il a. Maintenant, c'est évident que ça va prendre un laps de temps parce que vous devez apprendre à apprendre, et puis vous devez restructurer les choses, puis vous devez redevenir métaconicien, et il n'y a pas d'âge pour faire ça. Du moment que c'est compris comment ça se fait, on peut enseigner comment ça se fait. Et chaque individu, il y en a qui vont aller plus vite parce qu'ils ont des structures métacognitives mieux faites. Il y en a qui vont aller plus lentement parce qu'ils ont des structures métacognitives plus mal faites. Donc, il y en a qui vont résister plus à une nouvelle façon de penser. Et tout le monde qui décide de devenir experte par rapport à son information, par rapport à elle, va apprendre aussi. Mais c'est évident que c'est un travail qui va demander un laps de temps. Mais si ce travail-là n'est pas fait, vous ne pouvez faire autrement que d'être plus ou moins des disciples perdus. Occupés. C'est officiel. On va être occupés. Les gens ne peuvent pas être leur maître, leur seul maître, tant qu'ils ne sont pas métaconiciens, parce qu'ils sont toujours dépendants de l'explication d'un autre, même si vous avez l'information. Il y a une nuance. Moi, je peux avoir accès à de l'information, j'amène de l'information. Vous n'y avez pas accès pour l'instant, c'est pas grave, c'est comme lire un livre. Sauf que vous avez en plus besoin des explications ou des conseils ou des directions. Mais ça, vous êtes capable de le faire. Moi, je vais lire un livre de mécanique, puis ensuite, je regarde mon moteur et je fais moi-même la transposition entre mon apprentissage qui est théorique à l'obligation de le transformer en apprentissage pratique. Et ensuite, je continue à fouiller, puis là, je OK, c'est ça, OK, bon, je comprends, puis bon, c'est ça que ça voulait dire. Puis je regarde dans le livre à un moment donné parce que j'ai pas assez de mémoire, mais pas parce que je vais avoir le conseil ou l'explication. Ça passe. Oh, OK, donc, je reviens encore fouiller là, puis j'ai encore un petit peu de misère à faire la transposition. Puis finalement, je touche un peu, je tripote un peu, puis OK, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis j'apprends. Après ça, ben là, j'ai un problème, puis je suis capable moi-même de faire mes diagnostics. Mais ça, vous pouvez le faire. C'est une question de métacognition. Aller chercher l'information, ça dépend. Moi, je vais en Australie, je reviens. Vous ne connaissez pas l'Australie. Je peux vous instruire de l'Australie. Mais si vous allez en Australie un jour, vous allez vous démerder, sans problème, bien mieux que moi. Parce que, un, vous avez l'information que je n'avais pas, et deux, vous êtes métaconicien comme moi, mais vous avez l'information que je n'avais pas. Alors qu'une personne va arriver et il va dire un peu, qu'est-ce que Daniel a fait? Non, Daniel n'a rien fait. Vous allez arriver là-bas, ah oui, un instant, c'est vrai, dans telle place, il y a telle chose. C'est ça que vous allez avoir retenu. En arrivant là, vous allez vous-même, chacun à sa façon, métacognitivement, être très efficace. Alors que sinon, vous avez l'information, puis ça ne vous sert pas trop. Ça sert à faire peur, tu sais, j'ai peur d'aller à telle place parce que j'ai entendu dire que. Alors qu'une personne avertie en vaut deux, normalement, si elle est métaconicienne, vous êtes capable de bouger. Pour se libérer, bien, pour sortir, pour se désassujettir de la loi de l'occupation, ouais. Ben, c'est ça. C'est mettre de l'ordre dans sa caboche, comprendre les lois comme étant des réalités, mais pour ça, on doit prendre les lois qui sont dans certains schémas qui sont mauvais, dans certains mauvais tiroirs, puis les amener là où ça va servir. La loi de la manipulation, vous la connaissez. Mais régulièrement, vous êtes manipulé, puis ça ne vous fait pas ting, 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 ting. C'est manipulé. Parce que la loi de la manipulation a été placée dans un schéma qui fait partie des schémas de théorie, mais qui n'est pas accessible en mode pratique. Alors imaginez-vous bien qu'on restructure un peu la métacognition des gens,
Et subitement, on se retrouve avec un paquet de gens lucides. Donc, vous allez entendre parler d'ateliers de métacognition dans pas grand temps, hein, c'est bien évident, parce que ça replace les choses. Les ateliers qu'on vous suggère actuellement, qu'on a mis sur pied, sont des ateliers de base métacognitive. Et puis, dans pas grand temps, ça sera plus long à préparer l'atelier. Un atelier uniquement basé sur la restructuration des schémas de cognition. Et on verra si c'est combien de temps ça prend à donner ce cours-là, mais les jeunes en entendent parler, c'est certain. Alors là-dessus, bien, on va pelleter. On va pas décider assez pour ça.